Donc Marie-Hélène Lahaye, bonjour. Je suis très heureuse de pouvoir vous interviewer aujourd'hui. C'est ma première interview et c'est vraiment très symbolique pour moi que ce soit vous qui répondiez la première parce que je suis votre blog depuis vraiment un moment déjà et donc votre blog Marie accouche là sur la plateforme du Monde et c'est vraiment pour celles qui connaissent pas, donc le lien s'affiche en bas de la vidéo. C'est vraiment le blog de référence sur toutes les questions de naissance respectées et bien d'autres sujets évidemment qu'on va aborder aujourd'hui. Donc je suis très heureuse de pouvoir répondre, de pouvoir vous interroger aujourd'hui. Et donc on va parler de plein de choses et notamment de la naissance respectée. Merci. Et j'aimerais d'abord vous poser une question, c'est comment vous est venue l'envie d'écrire sur ce sujet, d'écrire votre blog, de créer votre blog et de l'alimenter depuis 3 ans maintenant ou un peu plus? Non, presque 4 ans. Moi, j'ai commencé en septembre 2013, donc presque 4 ans. Alors, comment ça s'est passé? Disons que j'ai accouché en 2012, un an avant. Et avec une naissance tout à fait respectée, très naturelle, avec une sage-femme à l'écoute, très discrète et en même temps présente, enfin vraiment dans un environnement tout à fait idéal. Donc c'était suite à tout un hasard de circonstances qui m'a fait bifurquer vers la naissance respectée, naissance naturelle. Mais voilà, au départ, j'étais pas du tout préparée. Et bon, je vous passe les détails, mais enfin bref, un accouchement génial. Voilà, moi j'ai même pas ressenti spécialement de douleur, j'ai surtout ressenti une puissance, voilà, quelque chose d'extraordinaire, une espèce de moment intense, extrême, voilà. Et suite à ça, déjà spontanément dans les jours qui ont suivi, je me suis dit qu'est-ce que ça doit être si à ce moment aussi intense et aussi particulier, on reçoit des injonctions du monde médical qui nous dit tu dois te coucher comme ça, tu dois faire ceci, pas faire ça, des piqûres, des touchés vaginaux, enfin tout le protocole habituel que les femmes subissent. Déjà rien que là, je sentais intuitivement qu'il y avait voilà, ce serait pas aussi bien que normalement, et en plus à quel point ce que moi je ressentais comme de la puissance aurait pu très vite devenir de la douleur parce qu'on aurait été distrait par toute une série de choses qui n'avaient rien à voir avec ce moment si particulier. Ça c'était intuitif et c'était vraiment quelque chose que j'ai ressenti physiquement, on va dire. Et puis très vite, j'ai commencé à discuter avec des amis qui m'ont confirmé mon intuition, donc qui était qu'effectivement, elles avaient mal vécu les choses, ou elles avaient senti des pressions, des douleurs, enfin, ça s'était pas passé de façon aussi bien que moi. Ça, c'était une première chose. Et alors, en parallèle, j'avais voulu offrir un petit cadeau à ma sage-femme, puisque c'était une toute jeune sage-femme qui commençait dans la profession. Et je lui ai demandé, tiens, plutôt que d'offrir des fleurs ou des chocolats, de quoi aurais-tu vraiment besoin pour continuer ton travail? Et là, elle m'a dit, après tout, j'ai besoin de rien. La seule chose dont j'aurais besoin, c'est que tu témoignes. Pour moi, j'étais là avec mon bébé dans les premiers jours. Enfin, bref, j'avais pas d'idée spéciale sur comment témoigner. Mais enfin, en tout cas, l'idée était là. Et puis un an plus tard, il se fait que moi je suis fort engagée politiquement chez les Verts, donc c'est vraiment de l'écologie politique. Et un an plus tard, il y avait l'université d'été du parti qui était organisée, dont un atelier sur l'accouchement, enfin plutôt sur la naissance, plutôt orienté bébé, bien-être du bébé, etc. Bon. Moi tout à fait convaincue, mais moi j'étais là de toute façon très en spectatrice pour un petit peu voir ce qui se disait. Et j'ai commencé à discuter avec celui qui allait devenir plus tard le président du parti, tout à fait convaincu par les questions de naissance, sa femme a accouché à domicile, enfin bref, quelqu'un tout à fait convaincu. Et je lui demande, tiens, en fait, est-ce que dans le parti, il y a des revendications par rapport à la naissance, où ça en est, des idées portées? Et puis il me dit, ah non, m'en parle pas, j'arrive pas à avancer sur quoi que ce soit à cause des féministes. Moi, je regarde, je dis, mais moi, je suis féministe depuis 20 ans, enfin, j'ai tout lu du féministe, ça me semble... Et de nouveau, intuitivement, ça me semble évident que la question du respect des femmes pendant l'accouchement et le féminisme, ça va ensemble, enfin, voilà, sans avoir pu aller plus loin dans la réflexion, enfin, de nouveau, intuitivement, je me suis dit, il y a un sujet. Je rentre à la maison, je commence à lire tout ce que les féministes auraient dit sur la naissance, et là, donc, je dis Simone de Beauvoir, Badinter, un tout petit peu, enfin, bref, tout le monde, quoi. Et je me rends compte qu'elles n'ont rien dit. C'est vraiment le non-sujet féministe. J'avais trouvé quelques traces un petit peu des féministes dans les années 70, dans le mouvement hippie aux États-Unis, autour de Ina May Gaskin. Donc là aussi, j'avais un petit peu perçu certaines choses, mais en tout cas au niveau francophone, il n'y avait absolument rien. Et c'est là que j'ai repensé à la promesse que j'avais faite à ma sage-femme un an
plutôt, qui était de témoigner. Et là, quelque part, j'avais un sujet, parce que j'étais à la fois politique, féministe, je voyais qu'il y avait un vide, et je me suis dit, tiens, je pourrais faire quelque chose dans ce sens-là. Et je m'étais dit, peut-être, je vais commencer un blog, parce que c'est facile, un blog, c'est un petit texte, ça permet de faire une petite idée, de la poser, puis de voir comment les gens réagissent. C'était un outil très facile, et c'est comme ça que j'ai lancé mon blog. Au départ, je pensais que c'était quelque chose de très confidentiel, vraiment pour aider un petit peu à la réflexion au sein de mon parti écolo, et d'avancer un peu comme ça. Et puis d'un seul coup, ce truc a pris une ampleur, où c'était rediffusé partout, et plein de femmes qui ont commencé à m'envoyer des témoignages, mais, enfin, des choses hallucinantes. Donc j'ai commencé à creuser, et ça m'a encouragé chaque fois à creuser, à aller plus loin, et à chercher encore des idées, et à me poser des questions. Et pourquoi c'est comme ça? Comment ça se fait que les médecins ne respectent pas plus les femmes? Qu'est-ce qu'il y a là derrière? Parce qu'au tout un temps, moi j'ai cru, en tout cas dans les premiers mois, parce que moi je découvrais, enfin, je déblayais vraiment le chemin. Donc moi j'ai cru que c'était parce que c'était des scientifiques qui avaient pendant 10 ans, 12 ans fait des études scientifiques, et qui avaient oublié une part d'empathie, d'émotion, qui était tout à fait déconnectée de ce côté humain. Donc, au départ, je pensais que c'était plutôt ça le problème. Et puis à force de creuser, je me suis dit non, en fait, le problème, c'est pas ça. D'abord, ils sont pas scientifiques, parce que comment se fait-il qu'ils n'appliquent pas la science? On a plein d'études scientifiques qui expliquent que il faut pas priver les femmes de boire pendant l'accouchement, parce que ça empêche, ça nuit à l'accouchement, et ça fait 40 ans qu'on le dit, pourquoi ne l'appliquent pas, etc. Et donc ils sont pas scientifiques. Et puis derrière, c'est pas une question d'empathie, c'est une question de domination masculine. Et donc très vite, j'ai fait le lien avec toute la réflexion féministe qui a lieu depuis bon, peut-être pas nécessairement depuis le début du XXe siècle, mais plutôt la deuxième vague des féministes des années 60, 70, qui revendiquaient le respect du corps des femmes, donc la liberté des femmes de choisir ou pas d'avoir un enfant, et puis tout ce qui était mon corps m'appartient, enfin toute la réflexion sur le viol, sur la violence conjugale. Donc je me suis vraiment basée sur ça pour l'appliquer à ce qui se passe pendant l'accouchement. Et voilà. Et donc c'est comme ça que petit à petit, à force d'écrire et de chercher, j'en suis 4 ans plus tard à avoir quand même balayé toute une série de sujets sur le féminisme et l'accouchement. J'ai le sentiment dans votre blog que, en tout cas au cours des derniers mois particulièrement, votre réflexion est énormément orientée autour des violences obstétricales. Oui. Comment dire, c'est étonnant parce que la façon dont vous prenez la parole sur ce sujet, dont vous témoignez, c'est quelque chose, j'ai l'impression, je vous sens en tout cas très très porté par le sujet, alors que vous témoignez que c'est pas ce que vous avez vécu. Qu'est-ce qui vous bouleverse et qu'est-ce qui vous touche particulièrement dans ces sujets-là? Alors moi, comme j'ai dit au début, c'est une question de... j'ai eu la chance, pour moi j'ai vraiment pris ça comme une chance et un hasard de circonstances. Moi, si j'avais suivi le chemin tel qu'il était tracé pour toutes les femmes, c'est on est enceinte, on prend un rendez-vous chez sa gynéco, et on suit le parcours qui est déjà préétabli de tel hôpital, on va aller dans tel hôpital, et on va d'abord suivre les cours de préparation à la naissance qui sont en fait très formatés sur c'est tel acte, et puis tel acte, et puis tel acte. Ouais, à ce moment-là, à 3 mois de grossesse, j'étais convaincue que j'allais prendre la péridurale, parce que ça me semblait normal de prendre la péridurale. Enfin, le truc le plus basique que toutes les femmes se disent, ben oui, je veux pas souffrir, c'est normal. Enfin, et il y a vraiment eu tout un chemin, parce qu'en fait, c'est vraiment de nouveau un hasard de circonstances. La gynéco chez qui j'allais, en fait, aurait pris ses vacances au moment de l'accouchement, parce que c'était au mois de juillet. Et puis elle m'a dit, oh, c'est pas grave, je trouverai quelqu'un d'autre qui va me remplacer. Moi, j'ai un petit peu resté sur ma faim en me disant, oui, mais ce sera qui? Puis deuxième chose, c'est qu'elle faisait ses accouchements dans un hôpital dans lequel je voulais pas aller, parce que bon, c'était un hôpital qui me plaisait pas. Et je me dis, bon, je vais aller ailleurs, mais donc du coup, qui? Et c'est vraiment ça qui m'a poussée par ailleurs à rencontrer ces sages-femmes. Et c'est fait, j'ai aussi une autre chance très importante, qui est que mon compagnon a travaillé, donc qui est français, lui a travaillé pendant très longtemps au ministère des Affaires sociales en France, et avait des collègues qui travaillaient directement sur toute la question des maisons de naissance. Depuis 15 ans, lui, il connaît le débat sur les maisons de naissance en France, il a vraiment vécu ça de près, et dès le départ, il s'était dit, si un jour j'ai une femme, si un jour j'ai des enfants, je voudrais que mes enfants naissent dans une maison de naissance. Et donc lui, il m'a très vite soutenu aussi par rapport à cet accouchement un petit peu alternatif par rapport à la norme qui est l'accouchement à l'hôpital, standardisé, etc., etc. Et donc à la fois moi qui me retrouvais avec personne d'autre que quelque part que des sages-femmes que j'avais trouvées comme ça, sans vraiment connaître toute l'ampleur de ce qu'elles pouvaient proposer, et un compagnon qui me soutenait.
Et voilà, je suis arrivée à l'âme en disant, mais j'y ai vraiment échappé de justice. Et donc ça, c'est une première chose. Et puis je me dis quelque part, mais pourquoi toutes les femmes n'ont pas ma chance? Pourquoi est-ce que finalement, ce que moi j'ai vécu n'est pas la norme? Et que ce serait plutôt l'exception que des femmes se retrouvent dans une situation où elles doivent être hospitalisées, ou voilà. Et en fait, on se rend... Et bon, puis alors, le fait d'être féministe depuis très très longtemps, ça aussi, la condition des femmes, c'est quelque chose qui m'intéresse depuis. Enfin, au départ, ça m'intéressait vraiment à titre personnel pour comprendre la société dans laquelle on était. Et bon, maintenant, chaque fois, il y a une sensibilité par rapport aux questions des femmes et aux questions voilà, de façon plus globale, quoi. Donc, c'est un sujet qui s'intègre dans une réflexion beaucoup plus vaste sur les discriminations hommes-femmes, sur la condition des femmes en général, sur la violence faite aux femmes, etc. Je reprends le mot que vous venez d'utiliser sur la norme. C'est vrai qu'en lisant votre blog, il y a quelque chose d'assez effrayant qui ressort. C'est l'impression que justement la norme dans la façon d'accoucher est quand même extrêmement violente, extrêmement intrusive, extrêmement dépossédante du corps des femmes qui accouchent. Une fois qu'on voit ça et qu'on sait ça, qu'on réalise qu'en fait ça peut être autrement, parce que je trouve le message de votre blog, ça montre vraiment qu'il y a quelque chose de pas normal, ça pose des mots clairs en disant non, il y a quelque chose de pas juste, donc ça fait vraiment du bien, mais il y a aussi peut-être aussi un côté un peu inquiétant de se dire mais du coup comment je fais si je veux pas tomber dans la phobie de l'hôpital, ou vers qui je m'oriente, qu'est-ce que je peux faire pour me réapproprier ma grossesse et le moment de la naissance de mon enfant? Mais c'est difficile, il faut vraiment s'y prendre très tôt. D'abord, il y a très peu d'offres. Il y a que 9 maisons de naissance, je pense, en France, où on est vraiment au balbutiement, et donc c'est vraiment, enfin... Et les sages-femmes à domicile sont pourchassées parce qu'elles ont ce problème d'assurance. Donc en fait, effectivement, c'est très très difficile pour une femme d'échapper. Et ça demande vraiment une volonté de faire dès le départ, déjà d'avoir l'information, de se battre, de trouver une alternative, d'avoir la chance d'avoir une grossesse parfaite, parce que pour peu qu'il y ait un petit quelque chose qui soit pas tout à fait dans les clous, et à chaque fois ce risque d'être envoyé vers l'hôpital. Donc échapper à la médication, c'est vraiment un enjeu très très grand pour les femmes en France, et ça c'est déjà un problème, quoi. Donc, il devrait y avoir une offre suffisamment large, ce qui est en Belgique, parce qu'en Belgique il n'y a pas ce problème vous trouvez facilement des sages-femmes pour accoucher à domicile, les maisons de naissance il y en a suffisamment, donc elles sont même pas tout à fait accolées, pas toujours accolées à des hôpitaux, donc c'est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus large, mais ça reste hyper confidentiel, donc il faut avoir l'information, il faut la connaître, et il faut vraiment prendre les démarches aussi à la base. Donc oui, et donc du coup en France, moi ce qui me frappe, c'est qu'il y a de plus en plus de femmes qui décident d'accoucher seules, sans rien, parce qu'elles n'ont pas de sage-femme pour les accompagner. Et donc là, moi je me dis, c'est quand même dans quelle dégradation on est arrivé au point où il y a des femmes qui, comme je sais pas moi, au Moyen-Âge, se décident d'accoucher seules chez elles, tout simplement parce qu'elles ne trouvent pas une sage-femme. Donc et pour échapper à de la violence. Donc il y a quand même un souci, vraiment un souci politique qu'il faudra mettre en évidence. Ça, quand même, je ne sais pas quand va sortir la vidéo, mais si c'est un moyen de sortir pendant la période maintenant électorale, ou pour inciter les femmes à interpeller les candidats en disant qu'est-ce que vous allez faire, c'est vraiment le moment idéal pour faire les choses. Donc oui. Vous avez l'impression que dans le cadre de la médicalisation, qui est quand même parce que toutes les femmes ne vont pas nécessairement s'orienter vers une maison de naissance ou un plateau technique pour échapper à la violence, est-ce que dans le cadre de la médicalisation, vous avez l'impression qu'on pourrait quand même avoir des mesures, peut-être de discussion avec ces praticiens de santé ou de projets de naissance qui permettraient déjà de fixer un cadre pour dire voilà les gestes, on pense au consentement éclairé ou ce genre de choses, de vraiment clarifier la discussion pour montrer qu'en tout cas on est dans l'intention d'être dans un vrai échange avec le personnel médical et de pas subir les interventions. Est-ce que vous croyez que ça c'est réaliste, ou vous croyez que... Oui, mais de nouveau, c'est pareil, c'est la loi. La loi impose le consentement libre et éclairé, c'est la loi Kouchner. Vous pouvez nous en dire plus sur le consentement libre et éclairé, parce que je suis pas sûre que... Donc, c'est une loi qui date de 2002, donc ça fait déjà 15 ans qu'elle existe. Ça devrait être une loi la loi dit que tout acte médical doit obtenir le consentement libre et éclairé du patient, préalablement. Donc, c'est le consentement libre et éclairé. Donc, libre, ça veut dire sans pression. Donc, c'est du genre,
voilà, je ne veux pas la péridurale, ou il ne faut pas qu'il y ait de pression du personnel en disant si on ne fait pas tel acte, votre enfant va mourir, donc est-ce que vous acceptez? Alors la personne va dire oui, j'accepte parce que j'ai peur que mon enfant meure. Donc une pression comme ça, ce n'est pas un consentement libre. Et alors éclairé, ça veut dire que la personne doit obtenir, le patient doit obtenir toute l'information pour prendre une décision qui lui semble la plus juste. Donc toute l'information, ça veut dire quoi? Ça veut dire expliquer pourquoi il faut faire tel acte, quelles sont les conséquences de cet acte, quelles sont les alternatives, lui donner vraiment tout l'éventail des choix, donc l'état de la science, l'état des pratiques, sa situation personnelle à cet instant-là, qu'est-ce qu'on peut espérer de l'issue de cet acte. Donc il y a quand même énormément d'informations qu'il faut donner à la patiente pour qu'elle puisse choisir en toute connaissance de cause et quand elle accepte cet acte, que ce soit vraiment libre et éclairé. Donc ça se fait à peu près jamais. Parce que quand on obtient dans quasiment tous les témoignages d'accouchement, il y a toujours bien eu un toucher vaginal qui a été fait sans le consentement. On a fait une injection d'ocytocine sans que la femme sache ce que c'était dans le produit. Donc ça va quand même très loin dans l'intrusion dans le corps et dans l'intimité des femmes. On ne sait même pas ce qu'on lui met dans le corps. Donc il y a quand même des choses qui vont vraiment pas. Et donc non seulement il y a la loi sur le consentement libre et éclairé qui devrait être, donc la loi Kouchner qui devrait être mise en application, mais il y a aussi la pratique de la médecine, donc qui est le corollaire de cette loi sur le consentement libre et éclairé, qui est la médecine basée sur les sciences, sur la science, sur l'état de la science, donc l'evidence-based medicine, comme on dit, donc où tous les médecins devraient s'appuyer non pas sur ce qu'ils ont appris, sur ce qu'ils ont toujours fait, sur le protocole, sur ce qu'on leur a dit, sur voilà des choses qu'ils imaginent comme ça, mais sur les recommandations scientifiques qui sont généralement traduites par des collèges de médecins, etc., dans des recommandations un peu plus lisibles, parce qu'on ne peut effectivement pas demander à tous les médecins d'être au courant tout le temps des milliers d'études, mais en tout cas, il y a suffisamment de recommandations qui sortent régulièrement, qui pourraient vraiment orienter leur pratique. Donc ça se fait pas. Les dernières choses qui sont de nouveau, qui découlent de ces deux éléments-là, c'est le dialogue entre le patient et le médecin. Donc c'est fini l'époque où le médecin savait tout et imposait tout comme ça au patient. Ça c'est la médecine du 19e siècle. Maintenant, on est en 2000, dans les années 2000, nous sommes au 21e siècle. C'est fini ça. Il faut un dialogue. C'est vraiment la co-construction du soin, la co-construction de qu'est-ce qu'on va faire ensemble pour que moi, en tant que patiente, j'obtienne les meilleurs soins possibles. Mais le problème, c'est que les médecins ne sont pas encore entrés dans cette logique de dialogue, d'égalité entre le patient et le médecin. Ils sont toujours dans une logique de supériorité, de moi je sais, j'ai fait 12 ans d'études, toi t'es qu'une conne, tu comprends rien de toute façon, alors que la femme est quand même la personne qui connaît le mieux son corps, qui sait le mieux ce dont elle a besoin, ce dont elle n'a pas besoin. Voilà. Et donc il y a comme ça ce rapport de force qui est en train de s'installer entre les femmes qui veulent de plus en plus de revendications et les médecins qui sont là à défendre leurs privilèges. Bon, à un moment donné, ça va casser. Et c'était très clair sur les réseaux sociaux, par exemple. On voit très bien à quel point les femmes se mobilisent pour arriver à influencer sur les décisions. Et les collèges médicaux qui sont un petit peu sur les dents en se disant on subit plein d'attaques, etc. Mais devraient comprendre que c'est pas des attaques. C'est des attaques qui veulent faire changer, qui veulent faire évoluer les processus. Voilà. C'est important que donc toutes les futures mamans se rendent compte qu'elles ont le droit et le pouvoir de dire non à des pratiques dont elles n'ont pas envie. Puisque ça, je pense que c'est assez ignoré en fait. Quoi. On intègre une soumission par rapport au corps médical qui... Et peut-être que quand on découvre qu'en fait on a le pouvoir de dire non, je ne suis pas d'accord et que ça fait même partie de la loi, il y a quelque chose de vraiment crucial. Oui, et on peut dire non à tout. Moi, ce que je donne souvent comme exemple, c'est qu'on a le droit de ne pas monter sur une balance. Les femmes enceintes, quand on discute avec les femmes enceintes, le premier truc qui ressort tout le temps, c'est la question du poids. Donc, de nouveau, comme la question de normativité, c'est 1 kilo par mois, pas plus, machin, etc. Et dès qu'on parle à une femme enceinte, tout de suite, la première chose qui sort, c'est j'ai pris trop de poids, j'ai pas pris assez de poids, je mange trop, imaginez comment engueuler, parce que voilà. Je dis, mais attends,
c'est quoi cette histoire-là? Parce que c'est vrai, c'est cette norme qui est hyper stricte, qui dit 1 kilo par mois, est tout à fait intenable pour l'écrasante majorité des femmes. Il y a des femmes qui prennent 30 kilos et qui les reperdent juste après parce qu'il y a les allettes, etc. D'autres femmes qui ne prennent que 5 kilos sur leur grossesse et puis ces 5 kilos n'arriveront jamais à les perdre. Enfin, ça n'a aucun sens. Et quand bien même elles perdraient ou pas le poids, après on s'en fiche. C'est pas ça qui devrait les obséder pendant leur grossesse. Leur grossesse, c'est justement, elles doivent se préparer à l'accueil de leurs petits, profiter au mieux de cette période qui est quand même très particulière de leur vie, plutôt que s'obséder avec des normes de poids. Et donc, ce que j'explique aux femmes, c'est que elles ont le droit de ne pas monter sur une balance. Et si le médecin insiste pour qu'elles montent sur la balance, elle leur demande, mais pourquoi? Pourquoi vous voulez que je monte sur la balance? Qu'est-ce que ça vous apporte comme indication que j'ai pris 1 kilo ce mois-ci ou 2 kilos ou pas? En quoi ça change quoi que ce soit? Et puis, quand on commence à questionner le médecin, en fait, on se rend compte que le médecin ne sait pas. Moi, je cherche toujours l'explication concrète. Qu'est-ce qui fait qu'on oblige toutes ces femmes à monter sur la balance tous les mois? Et c'est qu'un petit exemple tout à fait anodin. On va me dire, oui, mais ça, par rapport à des violences, des mutilations, etc., c'est pas grand-chose. Je dis, mais si, parce que ça commence comme ça. On oblige les femmes à se soumettre à des choses sans leur expliquer pourquoi. Voilà, c'est ça, c'est des tests réguliers, c'est des tests enfin, moi, un truc tout à fait horrible pendant la grossesse, c'était le test par rapport au diabète gestationnel. Et de nouveau, je réfléchis, pourquoi est-ce qu'on impose ça à toutes les femmes? Qu'est-ce qui justifie quelque chose qui, de nouveau, paraît tout à fait anodin? C'est quoi une prise de sang, puis boire cette solution sucrée? En fait, à force de discuter, chercher une alternative, on se rend compte que c'est tout à fait possible de faire la prise de sang, prendre un petit déjeuner bien copieux, etc., bien agréable, puis refaire une prise de sang une heure plus tard, ce qui serait beaucoup plus agréable pour les femmes. Alors effectivement, ça ne serait pas précis, mais ça donnerait une indication suffisamment large et suffisamment bonne par rapport à ce qu'il y a des risques de diabète ou pas. Voilà. C'est de nouveau, on s'en fiche du bien-être des femmes, on s'en fiche de ce qu'elles pensent, etc. On veut d'une normativité, des normes hyper strictes à les faire rentrer dans des cases comme ça. Et donc, toute cette préparation à l'accouchement, où il y a cette pression médicale sur des choses tout à fait anodines, arrive à pousser les femmes à imaginer qu'elles sont comme ça dans un rapport de domination extrême, surtout, et à se soumettre comme ça au moment de l'accouchement à toute une série d'actes inutiles, dangereux, qui va compliquer leur accouchement, qui va voilà. Donc ça fait partie d'un ensemble de choses qu'il faut questionner. Est-ce que vous auriez peut-être des ressources à recommander aux femmes qui... vous parliez qu'il y a énormément d'études qui ont été faites, beaucoup de choses à savoir en fait, qu'on ne sait pas forcément quand on est enceinte, qui permettraient à une femme de tenir tête, entre guillemets, au corps médical, si ce corps médical en tout cas tente des choses qui lui paraîtraient intrusives. Est-ce qu'il y a des sites qui existent ou des livres qui permettraient de présenter une version alternative en fait Alors, il y a un site qui est très bien fait, c'est un site belge qui s'appelle Alternative, donc alter-native au pluriel.be, qui a fait tout un travail au cours de ces dernières années, c'est sur lequel moi je suis appuyée quand j'étais moi-même enceinte, qui est quasiment à jour, enfin en tout cas qui donne un tas d'informations très précises sur la plupart des actes médicaux. Et donc moi à ce moment-là, quand moi j'étais enceinte, je me suis référée à ce site-là qui est quand même très bien fait, qui est peut-être un peu moins dense que le mien et qui en tout cas donne les choses de façon très claire. Voilà, comme information de base. Et moi, je dirais que la chose la plus évidente pour les femmes, c'est d'utiliser la question pourquoi. Donc, quand un médecin veut faire quoi que ce soit une prise de sang, machin, etc., c'est demander pourquoi. Qu'est-ce que vous allez obtenir comme information? En quoi cette information est judicieuse par rapport à moi? Est-ce que vous pouvez m'expliquer cette information? Quand on fait un monitoring, posez les questions. Qu'est-ce que c'est pas, etc., etc. Et si un médecin refuse, parce que son rôle, de nouveau, c'est d'informer, c'est la loi. Le droit à l'information, c'est la loi. Donc un médecin qui refuse, il ne fait pas son travail. Non seulement il ne fait pas son travail, mais en plus, il n'est pas conforme à la loi. Donc le médecin doit expliciter. Et si les femmes sentent que le médecin, ou la sage-femme, ou le gynéco, enfin n'importe, ne répond pas, eh ben c'est pas un bon médecin. Et on change. Et on lui dit, écoute, vous ne faites pas votre travail. Je vais voir ailleurs, parce que vraiment, c'est pas normal. Moi, en tant que patiente, j'ai le droit d'obtenir ces informations-là. Vous avez le devoir, et c'est la loi qui vous oblige à m'expliquer tout ça. Voilà. Moi, j'avais par exemple un exemple. Moi, avant d'accoucher, avant de lancer mon blog, tout ça, moi, j'étais allée faire des monitorings parce que, bon, évidemment, le terme était dépassé. Enfin bref, on rentre de nouveau dans
cette logique de pression sur les femmes par rapport aux dates et par rapport aux normes. Et à un moment donné, au départ, c'était chaque fois les sages-femmes qui m'expliquaient ce monitoring. Enfin, c'est pas évident à comprendre quand on n'est pas du tout effectivement, les sages-femmes qui m'expliquaient comme ça sur les graphiques, le cœur qui va un peu comme ceci, un peu comme cela, et ça devrait être un peu comme ça et comme ça. Enfin, arrive, après, je sais pas, le 4e ou 5e monitoring, arrive une gynéco, tout à fait un autre style, pas du tout dans le dialogue, etc. Elle dit, bon, allez, on va déclencher maintenant. Je dis, oui, mais pourquoi? Enfin, qu'on explique, quoi. Ah oui, bon, alors, j'ai dit, voilà, les sages-femmes m'ont expliqué que le cœur allait un peu comme ça et un peu comme ça, et là, il me semble que le cœur a l'air d'être... Puis la gynéco, comme ça, très hautaine, dit, bah, je vais quand même pas vous donner un cours de monitoring. Je dis, ben, si, allez-y, je vous écoute. Et alors, et là, elle dit, bon, ok, alors elle a commencé. Mais, c'est vrai qu'il faut avoir un petit peu de... Bon, quelque part, c'est vrai qu'après coup, je me suis dit, les femmes, moi j'ai la chance d'avoir fait des études, d'être culturellement favorisée, d'avoir un boulot dans lequel je suis amenée à négocier, etc., etc. Mais c'est vrai que les femmes qui n'ont pas nécessairement ce bagage-là vont pas se sentir à la hauteur, vont aussi peut-être se mettre dans une position plus d'infériorité par rapport au gynéco. Et il faut se dire que non, il faut pas lâcher tant qu'on n'a pas la réponse correcte à tout, il faut continuer. Il faut pas hésiter à poser des questions. Il faut pas non plus se dire, de toute façon, moi je suis conne, j'y connais rien. C'est un peu aussi parfois l'attitude que les femmes ont ou je vais passer pour la chiante. Donc voilà. Et il faut dire, mais non, vous avez le droit, c'est votre corps, c'est votre grossesse, c'est votre enfant. Vous êtes la personne la plus importante au monde et c'est le boulot du médecin de vous expliquer ça. Et c'est la loi, vous avez la loi avec vous. Donc, allez-y, vraiment, sans aucun frein, allez-y. Et soyez chiante et sortez pas du cabinet tant que vous n'avez pas l'explication. Ça, s'il y a un message à faire passer aux femmes, et c'est normal qu'elles ne connaissent pas tout, parce que c'est normal qu'elles n'ont pas fait 12 ans d'études, mais le médecin, il est là pour ça. Il a été payé par l'État, par nos contributions, pour aller suivre des études de médecine, il est à notre service. Donc il faut pas hésiter à le cuisiner jusqu'à ce que vous ayez la formation. Et si la fois suivante n'est toujours pas claire, vous êtes rentré chez vous, vous n'étiez pas convaincu par explication, vous êtes allé voir sur Internet en disant, bah oui, tiens, j'ai quand même un doute parce que c'est pas tout à fait ça. Ben, vous revenez chez le médecin en lui disant, ben, moi j'ai vu ça sur Internet, expliquez-moi comment ça se fait que c'est différent. Alors, il y a des médecins qui s'offusquent, oh là là, ces femmes qui maintenant vont sur Internet et s'imaginent qu'elles connaissent tout parce qu'elles vont sur Internet. C'est normal, c'est juste normal. Donc il faut arrêter. C'est le médecin qui n'accepte pas que les femmes posent des questions. Et c'est le médecin qui a tort, c'est les femmes qui ont raison. Oui, et on voit d'ailleurs, comme vous le disiez tout à l'heure, des pratiques qui sont maintenues par des médecins alors qu'elles n'ont plus cours chez d'autres praticiens. Par exemple, ce test du diabète gestationnel systématique que font certains médecins alors que chez d'autres, c'est uniquement dans des cas de suspicion sérieuse. Par exemple, rien que ça. Donc, il y a toujours la possibilité aussi de changer de praticien en cours de route. Il faut que les femmes soient conscientes de ça aussi. C'est ça, s'il y a le moindre doute, parce qu'il y a ça aussi, parfois les femmes se disent, bon, c'est mon gynéco, c'est mon médecin, ou c'est ma sage-femme, bon, il n'est pas terrible, je sens bien que c'est pas parfait, mais enfin, je vais quand même le garder, je ne l'ai pas changé. Et généralement, c'est à cause de ça qu'il y a un problème au moment de l'accouchement, vraiment. Donc, s'il y a le moindre doute, il faut faire confiance à son intuition aussi, si on se rend compte que ce médecin, il répond pas aux questions, il fait des trucs qu'on ne comprend pas pourquoi, eh ben, on change de médecin et c'est tout. Voilà, on va pas plus loin. Et c'est un accouchement, on n'en fait pas non plus 50 dans sa vie. Donc autant mettre toutes les chances de son côté pour que ça se passe bien, y compris avec une personne en qui on a confiance. Est-ce qu'il y a des indicateurs qui permettraient ma question est un peu naïve, mais de savoir est-ce qu'il y a des hôpitaux ou des maternités ou des cliniques où on pratique plus de naissances physiologiques qu'ailleurs? Est-ce qu'on peut un peu... savoir un peu l'orientation, l'état d'esprit en fait de l'endroit dans lequel on va accoucher. Oui, alors en France il y a, parce qu'en Belgique ça c'est une revendication qu'on a, en France il y a certains sites, je sais plus, il faut faire une recherche sur Internet, qui mettent certains indicateurs, le nombre de césariennes, le nombre de péridurales, il y a d'épisiotomie, je crois aussi. Je suis même pas sûre l'épisode, enfin il y a. Donc de toute façon, il y a tout un classement, donc on se rend compte qu'effectivement, il y a des hôpitaux qui font quasiment 100% de césarienne et d'autres qui n'en font aucune, quoi. Donc c'est déjà un indicateur en tant que tel. Et puis, il suffit aussi aux femmes d'appeler, donc on donne un petit coup de fil, voilà, je peux t'accoucher chez vous, je voudrais quand même me renseigner avant, quel est votre taux de césarienne et voilà, est-ce qu'il est possible ou pas. Donc ça dépend un petit peu parce que les hôpitaux, ça dépend plus souvent quand les hôpitaux sont publics, ça dépend plus d'une politique de l'hôpital. Quand c'est des privés, c'est plus la politique du
du praticien qui est un peu plus libre de faire ce qu'il veut. En tout cas, si les femmes systématiquement, enfin de façon répétée, appelaient l'hôpital pour un petit peu en savoir plus. Et puis certains hôpitaux organisent aussi des visites préalablement, enfin je sais pas si ça se fait partout, mais en tout cas c'est assez fréquent dans certains hôpitaux, où on permet aux femmes enceintes d'un petit peu visiter les lieux avant d'accoucher. Donc il y a des réunions d'information comme ça. Et ben, c'est l'occasion de poser la question, quel est votre taux de césarienne, est-ce qu'il y a moyen de se passer de péridurale, si on se passe de péridurale, qu'est-ce que vous mettez à la place comme prise en charge de la douleur, est-ce qu'il y a moyen de circuler librement, y compris dans les couloirs de l'hôpital, est-ce qu'il y a moyen de sortir, de revenir quand on veut, voilà. Et ça aussi, il faut avoir conscience, parce qu'il y a des hôpitaux, enfin, pour l'organisation des hôpitaux, le plus simple, c'est une femme qui bouge pas, qui reste dans sa chambre et qui se tait. Ça, c'est vraiment la femme idéale. Donc, dès qu'il y a une femme qui sort un peu de ça, ce qui est normal, tout de suite, il y a des pressions, etc., etc. Moi, je dirais, il faut pas hésiter à sortir. Quand on a envie de sortir, c'est pas une prison, hein. Si on sent qu'on a envie de prendre l'air pendant 1 heure, on est en plein travail, mais ça va plus, on étouffe, enfin, voilà, on peut aussi imaginer de sortir, aller faire un tour à l'extérieur, de rentrer plus tard. Les sages-femmes ne peuvent pas empêcher quelqu'un de sortir d'un hôpital, donc c'est quand même assez clair. Pareil, si on refuse aux femmes de manger et de boire, ben prenez avec vous de quoi boire, de quoi manger, même en cachette, quoi. Enfin, voilà, c'est des choses assez simples à mettre en place pour éviter de se retrouver dans une situation où non seulement on doit se soumettre à tout, mais en plus on n'a même pas la possibilité matérielle d'échapper à quelque chose, quoi. Donc, il y a moyen déjà de préalablement mettre en place toute une série de conditions qui permettent d'éviter le pire, on va dire. Et le fait de pouvoir choisir sa position d'accouchement aussi, est-ce que vous avez l'impression que c'est quelque chose qui se démocratise dans les hôpitaux, ou ça reste encore très marginal? Les échos que j'ai, bon, évidemment, il faudra faire une enquête bien faite, etc. Donc moi, s'il y a des revendications politiques à faire passer, c'est demander à l'IGAS de faire des enquêtes approfondies sur ce qui se passe réellement dans la salle d'accouchement avec une bonne méthodologie, etc., etc. Parce que tout ce qu'on a pour l'instant, tout ce que moi j'ai, c'est des enquêtes ou c'est des témoignages, donc c'est difficile de quantifier vraiment les choses. Et il semble que les témoignages sont de plus en plus du genre, on permet aux femmes de bouger, enfin dans la plupart des endroits, pendant le travail, où là, effectivement, on commence tout doucement à prendre conscience que c'est mieux pour les femmes qu'elles puissent se lever, qu'elles puissent marcher, qu'elles puissent avoir un ballon, parce que ça se passe mieux, jusqu'à ce qu'elles aient la péridurale, parce que là, évidemment, elles ne bougent plus. Dans certains cas exceptionnels, on permet même dans une baignoire, ça arrive. Mais au moment de l'expulsion, là, il faut se coucher sur le dos, les pieds dans les étriers. Et donc là, il y a quand même cette contradiction où finalement, à la fin, il y a quand même cette domination, alors que justement, c'est quand même beaucoup plus simple d'expulser en étant tout à fait libre comme le restant du processus. Et donc là, souvent, c'est un moment assez tendu parce que toute l'équipe médicale arrive à la fin du travail, au moment de l'expulsion, et là, c'est parfois aussi un moment très, très violent pour la femme qui a été laissée tranquille comme ça pendant des heures et des heures, et puis tout y va, quoi. Et puis, pour que ça bloque un peu, effectivement, on sert le forceps, épisiotomie, enfin, voilà. C'est un peu ça que je sens dans les témoignages récents des femmes. Et puis pour l'hôpital, bah oui, on leur laisse un ballon pendant quelques heures, elles sont contentes, et puis à la fin, elles doivent quand même se soumettre et rentrer dans le cadre, parce que ça ne va pas le faire. Je crois que c'est important de rappeler, mais vous le faites depuis tout à l'heure, mais simplement pour les mamans qui nous regardent, qui peut-être là découvrent un monde sur ce que peut être l'accouchement à l'hôpital et commencent à se liquéfier derrière leur écran en disant mais ça a l'air horrible, comment je vais faire. C'est important de rappeler ce que vous disiez, que la femme doit être consciente qu'elle est maîtresse de son corps et maîtresse des décisions qu'elle peut prendre, et qu'elle a le droit de s'opposer, qu'elle a le droit de poser des questions, qu'elle a le droit de choisir la façon dont elle veut amener son bébé à la vie. Hein. C'est aussi vraiment féministe de se réapproprier ce pouvoir-là, et que le temps de la grossesse et de la naissance soit un moment aussi pour se réapproprier ce pouvoir sur soi-même, sur son corps, sur son destin. Oui, tout à fait, effectivement, oui. Maintenant, le problème de l'hôpital, idéalement, tout ça, il faut le faire avant, parce qu'on n'est pas encore dans une logique où les femmes qui arrivent à l'hôpital ont la certitude qu'elles pourront accoucher comme elles voudront, dans la position qu'elles voudront, avec qui elles veulent autour d'elles, dans le temps qu'elles voudront, mettre 3 heures pour expulser, etc. C'est pas le cas. Actuellement,
quand on regarde ce qui se passe, c'est assez effrayant ce qui se passe dans les hôpitaux, c'est que les femmes sont alignées, chacune dans leur cabine d'accouchement, reliées par des fils, etc., des monitorings qui arrivent à une salle de contrôle, et les sages-femmes et les gynécos sont là en train de regarder ces tableaux, ces écrans avec le déroulement, et quand il y en a une qui dérape, hop, tout le monde se précipite dans la chambre pour essayer de sauver un bébé qui va mal, et un des rôles, c'est assez horrible quand on regarde, un des rôles des sages-femmes, c'est comment dire, d'accélérer une femme pour la faire accoucher plus vite, puis ralentir celle-là pour éviter qu'elles accouchent au même moment, pour que l'équipe médicale puisse passer d'une femme à l'autre, etc., pour optimiser les salles d'accouchement, pas laisser une trop longtemps parce qu'il faut qu'elle dégage parce qu'il y en a une autre qui va arriver. Enfin, moi je trouve ça effrayant, c'est vraiment dans la logique de l'usine qui produit des voitures à la chaîne, donc là c'est vraiment les accouchements à la chaîne, donc il faut avoir conscience que quand on rentre là, ça va être ça. Donc dire, moi, non, moi pas de monitoring, pas d'injection d'ocytocine tranquillement sur mon ballon, ça va demander beaucoup d'efforts, de conviction de la part de la femme, de se dire laissez-moi tranquille, je veux rien, quoi. Donc, et je crois qu'il faut, oui, c'est un peu compliqué, mais il faut choisir son hôpital en fonction de ça et se poser clairement la question avant d'y aller de comment ça va se passer concrètement. Est-ce que le projet de naissance, ça peut être justement je sais pas comment ça se passe en Belgique, en France, de plus en plus de mamans essayent ça. Est-ce que vous croyez que le projet de naissance, ça peut être aussi un moyen de fixer un peu un cadre avec les équipes, de se mettre d'accord, ou est-ce que vous Ça dépend comment c'est vu. Ça dépend. Donc, moi, je dirais, parfois, je reproche à certaines femmes de dire, je veux faire un projet de naissance, on va chercher le projet de naissance tout fait sur Internet, copier-coller, et puis hop, voilà, ça c'est mon projet de naissance, je veux rien d'autre. Ça passe pas. Donc, ce qu'il faut, c'est que d'abord, pour la femme, c'est pas intéressant, et pour l'équipe médicale, c'est bon, où est l'intérêt, quoi. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est rentrer en dialogue. C'est que la femme dise, voilà ce que je voudrais. On peut appeler ça projet de naissance ou n'importe quoi, et ça devrait être une base de dialogue. Qu'est-ce qui est possible chez vous, dans votre hôpital, pour moi me permettre d'accoucher dans ces conditions-là, parce que moi je voudrais avoir un accouchement, voilà, avec ou sans péridurale, ou en tout cas je vais me laisser la possibilité de ne pas en prendre, donc je voudrais pouvoir faire des exercices d'hypnose, de sophrologie, des massages, machin, ballon, enfin tout ce qui peut permettre aux femmes de se sentir mieux par rapport à l'accouchement. Alors qu'est-ce qu'il y a chez vous, dans quelle mesure vous acceptez ça ou pas? Si on se rend compte qu'on tombe sur un gynéco, sur un anesthésiste qui vous vous rendez même pas compte à quel point ça fait mal, et de toute façon vous allez pas, enfin c'est comme si on vous coupait un doigt, déjà on peut se dire il n'y a pas vraiment d'ouverture dans cet hôpital-là pour autre chose que ça. Donc, se poser clairement la question d'aller voir ailleurs avant d'y aller. Si maintenant, avec cette même question, on se retrouve dans un hôpital où on dit, bah oui, tiens, c'est vrai ce que vous posez comme question, et beaucoup de femmes le font déjà, nous avons ça et ça prévu, il est possible voilà, on peut mettre une baignoire à votre disposition, ou enfin. Et déjà, rien que ça permet de sentir où on va. Donc, je dirais, le projet de naissance, ça doit être un outil de dialogue, pour comprendre, est-ce que l'hôpital dans lequel je vais aller, les gens sont ouverts, enfin, les soignants sont ouverts à un accouchement respectueux ou pas. Voilà, c'est une sorte de test. Et dans ce cadre-là, le projet de naissance peut être très utile pour être dans une logique de dialogue jusqu'où on peut aller. Quand on peut poser la question, est-ce que, voilà, je voudrais ne pas avoir d'épisiotomie, est-ce que vous pratiquez des épisiotomies? Et si le médecin répond bah non, moi non, c'est fini les épisiotomies, j'en pratique plus, c'est terminé parce que je me rends compte que ça sert à rien, ben ça c'est bien. Si maintenant le médecin dit ben vous savez quand même l'épisiotomie c'est pas si grave que ça, il y a quand même un tas de situations où c'est nécessaire, etc. et qui reste très vague sur les situations où c'est nécessaire, ben n'allez pas là. Si vous voulez pas d'épisiotomie, il faut être clair avec le médecin, il faut s'assurer que ce médecin-là n'en fait pas. C'est la seule façon d'éviter une épisiotomie. Voilà. Donc ça peut être utile effectivement de lister toute une série de questions. C'est plus souvent, moi je dirais pas tellement un projet de naissance, mais vraiment une liste de questions. Et sur le site alternatif, par exemple, il y a toute une série de questions qui sont déjà préfaites pour permettre aux femmes de rentrer en dialogue alors avec les soignants. Super. Je voulais vous poser une dernière question. Mais on peut continuer, hein, sinon aussi si vous avez d'autres sujets que vous voulez évoquer. Mais on entend
souvent que le choix d'accoucher sans péridurale, ça peut être un choix un peu new age ou un peu tordu ou un peu mais pourquoi se faire souffrir quand on a la chance d'avoir cette belle technologie à notre disposition. Et tout à l'heure, vous avez en commençant cette interview, vous avez dit que vous n'avez pas vraiment senti de douleur, mais plutôt de la puissance. Est-ce que vous pouvez revenir sur ça pour encourager les femmes, en tout cas, à sentir que elles sont capables de traverser une naissance sans péridurale? Alors moi, sur ce sujet-là, ce qui m'intéresse aussi, ce sont les politiques européennes. Donc je travaille à Bruxelles sur des politiques européennes. Et ce qui est flagrant, c'est quand on voit la ligne de démarcation entre l'usage de la péridurale au niveau européen, et on se rend compte que les pays où il y a beaucoup de péridurale sont les pays catholiques, les pays où il n'y a quasi pas de péridurale, en tout cas avec un taux très faible, sont les pays protestants. C'est assez flagrant. C'est pareil, le vin, la bière, enfin, c'est des trucs très marrants à voir au niveau européen. Et pourquoi, donc du coup, je me suis dit, mais pourquoi ce lien entre pays catholique et péridurale? Et en fait, une des explications qui est que dans le catholicisme, la phrase « tu enfanteras dans la douleur » est très prégnante, et en tout cas, c'est quelque chose que toutes les femmes connaissent, que tous les gens dans des pays catholiques connaissent et par lesquels ils sont marqués. Et apparemment, dans les pays protestants, c'est pas du tout un truc qui obsède les croyants, donc c'est pas uniquement les croyants, mais en tout cas toute la société. Alors, effectivement, quand on dit aux femmes « est-ce que vous voulez éviter un châtiment divin voilà, d'Ève qui a commis un péché, vous allez subir cette injonction divine d'accoucher dans la douleur, ou pas? Les femmes vont dire, bah non, je vais l'éviter, donc je vais prendre la péridurale. Et donc c'est comme ça que toutes les femmes catholiques prennent, enfin en tout cas des pays catholiques, pas nécessairement parce qu'elles le sont, mais parce qu'elles baignent dans une catholique, prennent la péridurale pour échapper à cette malédiction divine, de ce châtiment qui fait qu'elles accoucheront dans la douleur. Tandis que dans un pays où on leur dit, bon, ok, vous allez avoir des sensations extrêmes, mais ces sensations vous aident à mettre votre enfant au monde, et c'est justement une puissance que vous allez probablement jamais vivre de façon aussi intense, mais en tout cas, c'est quand même chouette de pouvoir mettre son enfant au monde. Est-ce que vous voulez vivre ça ou pas? On va dire, ben oui. Et donc rien que cette perception des choses qui est quand même, à mon sens, vraiment en lien avec cette culture catholique ou protestante, peut influencer les femmes par rapport à la péridurale. En tout cas, c'est très flagrant. Donc déjà, si on a conscience de se dire, bon, c'est jamais qu'une vue de l'esprit, de se dire, est-ce que c'est un châtiment divin auquel je vais échapper, ou bien est-ce que c'est une puissance que je pourrais peut-être me sentir l'envie de vivre. Rien que ça permettrait aussi de se poser une question, de prendre un petit peu de recul par rapport à cette idée que ce serait une espèce de malédiction d'avoir mal pendant l'accouchement. Et donc, ça peut être une première chose. Et effectivement, moi je dirais que... Et puis une deuxième chose sur laquelle j'aimerais bien attirer l'attention des femmes, c'est le fait que la péridurale, c'est pas toujours si génial que ça. D'abord, on n'est pas sûr que ça marche à chaque fois. Quand on regarde les statistiques de la littérature scientifique, on se rend compte qu'il y a entre 5 et 25% des péridurales qui fonctionnent pas, ou pas bien, ou mal, ou trop dosées, ou pas assez dosées. Bref, c'est encore pire, je trouve, de se retrouver dans une situation d'une femme qui s'est dit « Ah, donc moi je veux pas ce châtiment divin, je veux ma péridurale, je veux rien sentir, et c'est super comme ça. » Et puis se retrouver dans une situation où finalement elle souffre, et même encore plus que les autres, parce qu'elle n'est même pas préparée à ce qui peut se passer au cas où cette péridurale ne fonctionne pas. Mais la probabilité est grande, hein, c'est quand même 10%, 15%, 20% de risque que ça ne fonctionne pas. Et donc moi je dirais que la meilleure chose à faire pour les femmes, ce serait de se préparer quelque part à coucher sans péridurale, et en se laissant la liberté de la prendre ou pas. Donc c'est de mettre toutes les chances de son côté en se disant, bon, je vais faire des exercices de relaxation, de sophrologie, d'hypnose. Enfin, il y a toute une série de techniques qui sont à la disposition des femmes pour se préparer à ces sensations qui vont quand même être très très fortes. Et de passer, enfin voilà, c'est toutes les préparations, que ce soit du yoga, que ce soit, enfin il y a plein de choses qu'on peut faire. Et puis si à un moment donné, pendant l'accouchement, on est trop fatigué, ça va plus, enfin bref, il y a un tas de raisons, eh ben la prendre. Mais en tout cas, laisser la porte ouverte à la prendre ou ne pas la prendre, et voir sur le moment même comment les choses vont se passer. Voilà. Je dirais, c'est parce qu'on me dit souvent, parfois, j'ai parfois des retours, ça m'interpelle, c'est que il y a des gens qui me disent, oui, mais ton blog, c'est quand même aussi beaucoup d'injonctions à avoir un accouchement idéal, et donc du coup, ça pousse les femmes à imaginer un accouchement parfait, et puis du coup, elles sont déçues parce qu'elles n'ont pas cet accouchement parfait. Moi, je dirais, enfin, moi, ça me questionne parce que c'est pas vraiment le message que je veux faire passer dans mon blog. Mais je dirais, ce qu'il faut, c'est pas penser à un accouchement idéal ou un accouchement parfait. C'est pas ça, parce qu'il y a tellement d'incertitudes sur comment ça va se passer, on ne le sait pas à l'avance. C'est plutôt mettre en place toutes les conditions
pour que dans tous les cas, ça puisse se passer au mieux. Et donc les conditions, c'est choisir les bons soignants, choisir le bon hôpital, le bon lieu d'accouchement, en tout cas celui qui correspond le mieux à ce que nous on veut. Se préparer y compris mentalement à l'idée d'accoucher sans péridurale ou une péridurale qui ne fonctionne pas. Se dire, bon, si jamais maintenant ça tourne mal et que ça termine en césarienne, se préparer aussi à l'idée que, ben voilà, ça pourrait se passer comme ça parce que, bon, comment réagir? Enfin voilà, vraiment laisser toutes les portes ouvertes et se dire, bon, on va faire, toutes les conditions sont là pour que ça se passe au mieux et on verra. Voilà. Et souvent, c'est comme ça que les femmes en sortent avec le meilleur sentiment parce que, voilà, elles ont eu le sentiment d'avoir été libres de faire les choses au mieux et quelle que soit l'issue, la façon dont ça se passe, le fait d'avoir été respecté, d'avoir mis en place toutes les choses pour que ça se passe au mieux, ben, généralement, ça se passe bien. C'est super de terminer sur cette note optimiste. Et peut-être, je dis terminer, mais peut-être que vous avez envie de partager d'autres choses qui vous tiennent à cœur. Moi, ce qui me tient vraiment à cœur, c'est qu'on est dans une période électorale pour l'instant et que c'est le moment de faire bouger les choses. Parce que bon, c'est un combat féministe, mais c'est aussi un combat politique que je mène. C'est faire en sorte que ces questions d'accouchement ne soient pas reléguées par le politique vers les médecins en disant c'est les médecins qui décident ça parce que les femmes, de toute façon, c'est des dangereuses qui risquent de mourir à tout moment et de tuer leur bébé. Enfin, je dirais que c'est quand même une conception archaïque de la situation. Et je dirais, profitons maintenant de ces quelques semaines de campagne électorale pour rencontrer les candidats, pour les interpeller, pour leur dire il y a vraiment des enjeux autour de l'accouchement et de la naissance qui sont fondamentaux dans notre société. Il faut y réfléchir. Est-ce que vous allez promouvoir une loi contre les violences obstétricales? Est-ce que vous allez résoudre le problème de l'assurance des sages-femmes à domicile? Est-ce que vous allez pérenniser les maisons de naissance, faire en sorte qu'on en crée plus, faire en sorte qu'on ait vraiment le choix du soignant, faire en sorte qu'il y ait de moins en moins d'actes médicaux inutiles qui soient appliqués sur les femmes? Enfin, tout ça, c'est vraiment l'occasion idéale maintenant pour les femmes d'aller à la rencontre des candidats, donc il faut vraiment profiter de ce moment-ci, quoi. D'accord. Voilà. Merci infiniment, Marie-Hélène. C'était vraiment passionnant et inspirant et je suis sûre que toutes les personnes qui nous regardent vont partager ce point de vue et donc vraiment merci de tout cœur. Merci aussi. Bonne chance et bonne continuation.